Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du 7-8 Journal. Dans l'actualité départementale aujourd'hui, la primaire de la droite et du centre avec le deuxième débat demain soir. Les candidats se préparent pour cette nouvelle échéance et notamment le député des Yvelines, Jean-Frédéric Poisson, que nous avons suivi dans la dernière ligne droite. Autre élection et autre enjeu également dans l'actualité avec les salariés des très petites entreprises qui vont élire bientôt leurs représentants syndicaux. Toutes les explications et les détails de cette élection méconnue à suivre dans ce journal. Et puis zoom sur un projet de logement étudiant XXL actuellement en cours. Serendipity City sur le campus de Paris-Saclay accueillera d'ici quelques mois plus de 1000 étudiants. Mais on ouvre ce journal avec l'annonce du ralliement de Valérie Pécresse à Alain Juppé dans la course à la primaire, ancienne ministre sous Nicolas Sarkozy, ancienne députée des Yvelines et actuellement présidente Les Républicains de la région Île-de-France. Valérie Pécresse a dévoilé son choix dans les colonnes du Figaro hier. C'est pour elle, je cite, le seul à pouvoir battre à plat de couture Marine Le Pen et à réformer et restaurer l'autorité de l'État. Fin de citation, une annonce et une nouvelle qui interviennent à quelques heures du deuxième débat entre les 7 candidats. Et justement, à la veille de ce nouveau moment clé pour la primaire de la droite et du centre, nous avons suivi le président du Parti chrétien-démocrate et député de la 10e circonscription des Yvelines, Jean-Frédéric Poisson, dans sa préparation. Lui, qui a été la surprise du premier débat, espère confirmer lors de ce deuxième rendez-vous. Reportage de Nicolas Dandry. Terrorisme, délinquance, éducation, des sujets qui sont familiers à Jean-Frédéric Poisson. Ces trois thématiques seront notamment abordées lors du second débat de la primaire de la droite et du centre, ce jeudi 3 novembre. Sur le terrorisme, je suis certainement un de ceux qui est le plus au fait du terrorisme et en particulier du fonctionnement de Daesh. Je suis un universitaire, donc je connais bien les thématiques éducatives. Je travaille les questions internationales et les questions européennes. J'ai passé 12 ans de ma vie dans les banlieues sensibles du nord de Paris, donc je suis intarissable sur les questions de sécurité. Entre deux signatures pour la communauté d'agglomération Rambouillet Territoire, Jean-Frédéric Poisson pense à la manière d'aborder ce second débat. Je prépare de la même manière que le premier. Ce qui a fait la réussite de ce premier débat, c'est que je ne crois pas encore une fois qu'il faille profusion de chiffres. Le problème n'est pas de faire des effets d'annonce. J'ai une voix qui dénote par rapport à la dominante idéologique, on peut dire ça comme ça, des représentants de la droite et du centre, en tout cas tels qu'ils sont engagés dans la primaire. Et surtout, j'ai voulu essayer de manifester que les Français ont besoin qu'on leur parle de politique et pas simplement de gestion. Son directeur de campagne, Charles-Henri Jamin, coordonne l'équipe chargée de travailler sur les thématiques et confirme la sensation créée par son candidat lors de la première confrontation. C'est clair, il a gagné 30 points de notoriété en une soirée, ce qui globalement se fait en 12, 15 ou 20 ans. Les objectifs du deuxième débat, c'est de confirmer Jean-Frédéric Poisson comme étant la personne, comme je viens de vous le dire, qui porte un vrai projet, une vraie vision qui corresponde aux attentes des Français. Le premier tour de la primaire de la droite et du centre se déroulera le 21 novembre. Politique toujours avec la confirmation en appel de la condamnation de Christine Boutin. La conseillère départementale des Yvelines avait employé en 2014 le terme abomination pour évoquer l'homosexualité. La Cour d'appel de Paris a donc condamné l'ancienne ministre à verser 5 000 € d'amende à 3 associations différentes. Dans le reste de l'actualité, une autre élection, celle des représentants syndicaux pour les salariés des très petites entreprises et les employés à domicile. Méconnue, cette élection est organisée du 28 novembre au 12 décembre prochain. Et pour en savoir un peu plus sur le sujet, Mickaël Elmidoro nous a rejoint en plateau. Bonsoir Mickaël, et dites-nous combien de personnes sont concernées par ces élections professionnelles pour les TPE? Alors, sur l'ensemble du territoire, ces élections vont se tenir du 28 novembre au 12 décembre et vont concerner un peu plus de 4 500 000 personnes et notamment 90 000 dans les Yvelines. Vous le disiez Nicolas, pour voter toutes les personnes qui travaillent dans des entreprises de moins de 11 salariés et également les employés à domicile. Quel est l'intérêt pour ces salariés, Mickaël, de choisir des représentants syndicaux ?
Alors c'est la deuxième fois que de telles élections sont organisées. La première c'était en 2012 et l'objectif est simple, que les salariés choisissent eux-mêmes leurs représentants. Des représentants qui vont par exemple négocier directement la convention collective de la branche professionnelle. Concrètement, il s'agit des conditions de travail, formation, sécurité, santé ou encore chômage. Écoutez à ce propos les représentants départementaux de la CGT et de la CFDT. Aujourd'hui, ces salariés n'ont droit qu'au minimum, c'est-à-dire le code du travail. De travailler avec les syndicats, ça permet à un moment aussi, pour le coup, d'aller plus loin sur la démarche, de mieux défendre ses droits, de mieux effectivement pouvoir en discuter autour d'une table avec des patrons. C'est la seule occasion pour ces salariés de petites entreprises ou de particuliers de s'exprimer, de choisir l'organisation syndicale qu'ils souhaitent voir porter leurs revendications. Ça va peser bien sûr aussi sur la représentativité globale des différentes organisations syndicales. Vous l'aurez donc compris, l'enjeu est important pour les syndicats. En cas de bons résultats, la CFDT pourrait devenir le premier syndicat de France à la place de la CGT. À noter enfin que les électeurs auront le choix entre une trentaine d'organisations syndicales et qu'ils pourront voter par courrier ou via Internet sur le site que l'on peut voir s'afficher à l'écran. Élection, voilà. Élection tpe.travail.gouv.fr. Vous avez bien suivi, Nicolas. Merci, Mickaël, pour toutes ces précisions. C'est un projet d'envergure en cours de construction sur le campus de Paris-Saclay. Serendipity City, du nom du futur ensemble de logements étudiants qui doit voir le jour d'ici septembre 2017, a été décoré d'ailleurs ce projet le 12 octobre dernier à la Cité de l'Architecture et du Patrimoine. Link City, en charge du projet, a reçu le trophée or du cadre de vie 2016, un reportage d'Osman Vanderdey. Ces nouveaux logements à venir, qui se situent sur le campus urbain Paris-Saclay, est la plus importante opération de logement étudiant actuellement en cours en France. C'est pour cette raison que Serendipity City, à l'origine du projet, s'est vu récompensé du trophée or du cadre de vie. Le jury a voulu récompenser déjà le caractère exceptionnel de ce projet par sa taille, plus de 1082 étudiants qui habiteront ici, aussi par sa typologie et sa programmation. On aura une multiplicité de typologies, on aura des studios, des colocations de 2 et 3 personnes, ainsi que ce qu'on appelle des thé grappes, qui sont une typologie hybride qui permet de mêler l'intimité du studio avec la sociabilité d'une colocation. Et pour créer ce gigantesque campus, Serendipity City compte assembler le campus en 9 mois. Les finitions s'étaleront, elles, sur 20 mois, un temps record. La particularité de ces nouveaux logements, des bâtiments en forme circulaire. Ça, c'est un parti pris urbain et architectural donc développé par notre équipe de maîtrise d'œuvre, Lannes, Clément Vergelli et Topotech, qu'on a trouvé très séduisant. Et le parti pris urbain, c'était de densifier la périphérie pour permettre de libérer le centre et créer à l'intérieur de ce projet un véritable parc habité. Le modèle, c'est les jardins d'agrément du XVIIIe siècle, avec les figures du pavillon implantées dans un parc. Et donc ici, la volonté, ça a été d'implanter 5 bâtiments circulaires. Le nouveau campus de Paris-Saclay ouvrira ses portes à la rentrée 2017. Dans notre série Surnaturel, cette semaine, une légende yvelinoise qui va vous donner la chair de poule à coup sûr au château de Rambouillet existe. Et oui, c'est sérieux, un récit autour d'un cocher décapité conduisant son carrosse, une histoire qui remonte au XVIIIe siècle. Les explications de Mélanie Poquet, Romain Ruspini et Nicolas Dandry. Les Rambolitains entendraient encore aujourd'hui le bruit des roues d'un carrosse autour du château. Dans les années 1770, un riche propriétaire de Saint-Léger en Yvelines décide d'emmener sa compagne au château de Rambouillet pour une balade en carrosse dans le parc. À mi-chemin, dans un endroit reculé du parc, le carrosse s'arrête. Et donc, le propriétaire décide d'aller voir ce qui se passe. Et là, il découvre son cocher décapité qui tient encore les rênes. Donc, de peur, il emmène sa belle et s'enfuit. L'histoire vieille de 3 siècles se transmet entre les employés du château. C'est quelqu'un avec qui je travaille qui nous en a parlé. Donc ça remonte à quelques années quand même, puisque parfois il essayait de savoir en allant se balader dans le parc quand il n'y avait pas beaucoup de monde, essayer d'entendre ce bruit. Mais je pense qu'il faut attendre la nuit tombée quand même pour l'entendre. Le fantôme du cocher hante le domaine royal, mais pas seulement. Louis XIV, Charles X ou plusieurs présidents de la Troisième République y ont séjourné et leur esprit rôderait dans les lieux.
Avec tous les personnages qui sont passés dans ce château, on peut peut-être, enfin moi j'y crois, d'autres qui sont cartésiens n'y croiront pas du tout, mais moi je me dis que pourquoi pas justement avoir des âmes, des personnes qui sont passées par ici, qui restent dans les murs. Une histoire peu connue des visiteurs, mais le message envoyé par le château est clair, les curieux sont les bienvenus. À Rambouillet, la présence des fantômes n'est pas tabou. On reste à Rambouillet avec la trouille des citrouilles. C'est le nom de l'animation proposée par le château lundi dernier à destination des 4-6 ans. Il s'agissait surtout de déambuler dans les couloirs de la laiterie à travers un scénario forcément effrayant. Mais derrière l'aspect ludique se cachait un aspect éducatif pour la quinzaine d'enfants inscrits. Écoutez à ce propos l'une des animatrices du château. Dans un deuxième temps, on va leur apprendre les différentes expressions corporelles qu'on peut avoir soit pour faire peur, soit pour être heureux, pour leur montrer comment eux vont devoir faire peur aux méchants. Donc pour ça, on va dans le salon du roi où on a des différents tableaux sur les murs. On leur montre les tableaux, on leur explique que là, le petit ange, il a l'air plutôt heureux. Là, on a l'impression qu'il a plutôt froid. Et après, on leur refait faire à eux des émotions par le corps et par le visage. Piloter est sans doute le rêve de tous les petits garçons. Pour deux jeunes Yvelinois, le rêve est devenu réalité. Nicolas Viard et Nicolas Ilkevitz sont revenus récemment du Tour de France des jeunes pilotes, avec forcément des étoiles plein les yeux. Reportage d'Anne-Laure Langui, Michael Midoro et Jules Grunville. Vérifier, vérifier encore, ne rien laisser au hasard. Ces deux jeunes pilotes de l'aéroclub Paul Tissandier de Saint-Cyr-l'École achèvent les derniers préparatifs avant de décoller. Malgré leur menue expérience, le protocole semble pour eux un exercice routinier. Alors là, c'est la jauge d'huile de l'avion, exactement comme sur une voiture. Donc on vérifie que le niveau d'huile est suffisant avant chaque vol. Donc là, on voit qu'il est entre 5 et 6, c'est dans les tolérances, donc c'est parfait. Cette passion pour les airs, ils l'ont tous les deux découverte alors qu'ils étaient enfants. Moi, j'ai découvert l'aéronautique tout petit. En fait, mon père était instructeur, il l'est toujours d'ailleurs, et il m'a emmené, donc je devais avoir 3 ans, et je me souviens d'un tour de piste que j'ai effectué, donc c'est un tour autour de l'aéroport, et ça m'a vraiment impressionné. Et vers l'âge de 15 ans, j'ai poussé la porte de l'aéroclub avec la volonté d'apprendre à piloter, donc je me suis inscrit ici à l'aéroclub Paul Tissandier. Ils s'entraînent depuis 5 ans et ont tous deux réussi leur brevet de pilotage. Un parcours sans faute qui les a conduits au Tour de France des jeunes pilotes l'été dernier. 2 semaines de vol de Clermont-Ferrand aux Côtes-Normandes. Ils ont été sélectionnés en même temps que 43 autres jeunes. Techniquement, au niveau du pilotage et humainement, ça a été super enrichissant. Une des meilleures choses que j'ai faites dans ma vie, je pense, pour l'instant, et j'en garderai toute ma vie un super souvenir. Aujourd'hui, à 20 ans passés, ils terminent leurs études d'ingénieur à l'Estaca et affinent leurs projets professionnels. Un avenir que chacun voit forcément dans les airs. Et j'aimerais passer en parallèle ma licence de pilote professionnel qui permet de devenir instructeur et éventuellement aussi partir sur un métier qui me permettrait de combiner l'ingénierie et le pilotage. Par exemple, les essais en vol, ce qui m'intéresserait beaucoup. J'hésite à postuler pour faire l'armée de l'air ou peut-être en hélicoptère dans l'armée de terre. Et voilà, mais je me vois vraiment un avenir dans l'aviation en tant que pilote. Des carrières exigeantes, mais ce n'est pas ce qui stoppera les deux intrépides Yvelinois. La difficulté attire l'homme de caractère à un jour dit un grand homme. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Tous nos reportages sont à revoir en replay sur notre site internet tvfil78.com. À demain pour une nouvelle édition du 7-8 Journal.